Après, parler de la réussite, c'est déjà quelque chose de compliqué. Parler de sa réussite, c'est encore plus compliqué. En plus, on est en France, en fait, hein, donc on a un peu un complexe, on a une problématique. Je sais que les anglo-saxons ou les autres pays dans le monde ont un peu plus de facilité à parler de la réussite. Et moi, dernièrement, en fait, j'étais chez des amis et puis j'ai déjeuné avec un type qui était assez extraordinaire. C'était le PDG de Dutch Flower. Alors Dutch Flower, vous connaissez pas, mais c'est le numéro 1 mondial de la fleur coupée, celui qui abreuve en fait tous les supermarchés du monde, y compris le Carrefour du coin. Et il me disait que effectivement, quand il arrivait avec sa voiture, donc il a une Audi Q5, bon les mecs savent à peu près de quoi il s'agit, il va au service achat en France et puis on lui dit lui il vient en grosse voiture, donc on va lui tordre le cou, on va lui exploser sa marge. Et alors que quand il va en Belgique ou en Hollande, on lui dit ah c'est bien, on nous a envoyé quelqu'un qui a une grosse voiture, donc il a un pouvoir de décision très fort, donc on va pouvoir décider des choses intéressantes. Donc vous voyez que la réussite n'a pas forcément la même vision dans tous les pays. Je vais vous donner 3 clés de réussite, mais ce sont mes clés de réussite. Après, est-ce qu'elles marchent avec vous ou pas, j'en sais rien. Vous prendrez un petit peu ce que vous voudrez dans cet environnement. En tout cas, la réussite, pour moi, c'est plutôt la vision que les autres ont de vous. D'abord, il y a les amis, bien évidemment. Donc les amis, on les écoute pas trop parce qu'en fait, ils nous aiment, donc on pense qu'ils sont en train de nous flatter. Il y a les ennemis. Alors là, les ennemis, qui vous foutent des pots de banane. D'ailleurs, il y a Georges Clemenceau qui disait celui qui n'a pas d'ennemis n'a rien fait dans sa vie. Alors, c'est peut-être pas la citation exacte, en tout cas, on ne pourra pas venir me dire que c'est pas la bonne citation. Et ensuite, le troisième point, donc il y a les ennemis, et puis bien évidemment, le plus important selon moi, ce sont les salariés. Donc les salariés qui sont contents d'appartenir à l'enseigne, qui font partie de la marque Aria, qui sont porteurs de cette marque Aria, et quand ils sont fiers de ça, c'est aussi une grande fierté pour l'ensemble de l'équipe dirigeante. Alors, dans les 3 clés que je pense vous confier, en premier, il y a ce qu'on appelle le référent. Alors, je pense que c'est important d'avoir un référent. Et pour avoir des référents, effectivement, on fait partie généralement de pas mal de clubs de chefs d'entreprise. Hein. Ça nous permet un petit peu de nous motiver parce qu'en France, il n'y a pas d'école de chef d'entreprise. Donc être chef d'entreprise, c'est très compliqué. Vous avez été salarié toute votre vie et puis d'un seul coup, on vous balance chef d'entreprise. Donc déjà, vous avez ce que j'appelle en tout cas le complexe. Ah non, alors là, c'est pas possible 2 minutes. Hein. Je suis même pas à la moitié. Donc, le complexe d'imposture, je vais quand même essayer d'aller un peu plus vite. Le complexe d'imposture, en fait, on vous dit chef d'entreprise, on vous met une étiquette de chef d'entreprise, mais vous n'êtes pas du tout chef d'entreprise. Hein. Donc après, vous cherchez des référents parmi les différents clubs de chefs d'entreprise, et puis un beau jour, je discute avec quelqu'un, un autre chef d'entreprise, qui me dit, je lui dis, voilà, c'est quoi ton référent? Et puis à ma grande surprise, il me dit, c'est toi. J'ai vraiment été un peu surpris, fier, ému. Et en même temps, mais moi ce que je lui ai jamais dit, c'est qu'en fait, moi je le considérais lui-même comme mon référent en tant que chef d'entreprise. Donc maintenant j'ai changé de référent, j'ai pris Elon Musk. Alors je suis tranquille, il y a peu de chances qu'il vienne me voir en me disant c'est toi mon référent. Elon Musk, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est celui qui a créé PayPal, qui a créé SpaceX et qui a créé Tesla. La deuxième clé, en fait, c'est ce que j'appelle la théorie du puma. La théorie du puma, en fait, le puma, c'est un animal qui est assez particulier. En fait, le puma, en fait, c'est un animal qui chasse à l'affût. Donc, il va se planquer quelque part, puis il va attendre que la proie passe pour sauter dessus. Donc, et là, je vais vous raconter l'histoire que j'ai racontée à peu de gens, en fait. Hein. Donc, quand j'avais 16 ans, 17 ans, oui, pour pouvoir un peu financer mes études, même au lycée d'ailleurs, j'avais acheté une sono et je faisais des bals, des mariages, j'animais des supermarchés aussi. Et dans ce milieu-là, on commence à connaître le monde de la radio. Et à l'époque, je ne sais pas si vous savez, mais la radio n'était pas autorisée.
Donc moi je faisais partie d'une radio pirate, d'ailleurs on ouvrait toujours la fenêtre pour pouvoir se sauver en cas de descente de police. Et ça n'est qu'en 81, quand Mitterrand avait fait lui-même sa campagne sur les radios pirates, qu'il a légalisé. Donc on est passé de radio pirate à radio libre, d'où le nom de radio libre encore aujourd'hui. Et on a transformé en association, puis on a commencé à faire de la publicité, c'était pas compatible, donc on a créé une société. Et puis peu de temps après, donc j'étais actionnaire de cette société, et on a revendu à RTL2 qui construisait à l'époque son réseau. Donc tout ça en fait pour vous dire que la théorie du Puma, c'est que j'ai juste observé un petit peu et puis saisi un petit peu les occasions au fil de l'eau quand elles se sont présentées. Le point suivant, en fait, c'est ce que j'appelle la résilience. Alors la résilience, en fait, c'est pas compliqué, c'est vous avez un sapin, quand la foudre lui tombe dessus, et ben il est étêté, ce qu'on appelle, et il continue quand même à pousser. Alors dans l'aventure derrière, il s'est passé deux choses importantes. En 2000, donc on est né en 2005, en 2010 on rachète notre concurrent, qui était le numéro 1 français, donc nous on faisait 300 000 euros, et on a racheté notre concurrent qui faisait 3 millions d'euros. Donc, et autant vous dire qu'en 2009, c'était très compliqué, juste après la crise financière, mais on a quand même réussi à être accompagné par les banques. Une fois qu'on a racheté GoMicro, après on a eu les pires ennuis du monde, contrôle URSSAF, contrôle fiscal, tout ça assujetti de sommes qui étaient assez rondelettes. Et puis un prud'homme qui nous a poursuivis. Donc en fait, ça nous a coûté plus cher avec tous ces problèmes. Pour ça, on a continué. Et je suis quand même très fier et content d'avoir racheté cette société à l'époque parce que ça nous a permis d'avoir des clients comme Orange, comme la Fnac, comme Sony. Donc des clients prestigieux qui nous ont permis après de nous déployer sur l'ensemble du territoire français avec plus de vigueur. Et une autre chose aussi que je racontais à personne, c'est que donc 5 ans après, on a perdu le client Bouygues Télécom. On avait investi dans d'autres secteurs d'activité ça s'est avéré un gouffre. Et on a failli déposer le bilan fin 2015. Heureusement, on a signé avec ERDF à l'époque, qui est devenu Linky maintenant, et on installe cette année, on va installer à peu près 380 000 compteurs communicants. Donc ça fait partie des objets connectés. Et à l'époque, on a changé d'image, on est passé de l'IT à l'IoT. Donc en anglais, ça se passe très bien, puisque c'est From IT to IoT. En français, c'est un peu moins fun entre l'informatique et les objets connectés. Mais toujours est-il qu'on a complètement changé notre image et qu'aujourd'hui, je pense que l'année prochaine, on devrait dépasser le million d'objets connectés installés. Et puis pour conclure, en fait, moi j'aime bien une phrase, en fait, un chef d'entreprise, c'est 80% d'emmerde et 20% de réussite. Mais il faut vraiment que les 20% de réussite compensent les 80% d'emmerde. Et écoutez, je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Merci.